Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Yuke, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui on se retrouve sur Pridwen où on va découvrir ensemble leur tier list après la sortie de Vlad, voir un petit peu du coup quelle est leur tier list finale par rapport à cette saison 1 de Zenless Zone Zero. Je suis très curieux parce qu'il y a eu beaucoup de fois où Pridwen, les tier lists étaient un peu obscurs. Vraiment c'était très mitigé, il y avait plein de trucs un peu chelous etc. La dernière fois que j'avais réagi à leur tier list, ça s'était quand même pas mal arrangé. Je vais quand même envie d'aller voir si ça va mieux, comment ça se passe au niveau de leur tier list et surtout, qu'est-ce qu'ils en pensent tout ça. Donc tout simplement, on va descendre ici et on a la tier list de Pridwen pour cette fin de saison 1, donc la tier list finale. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent de beau? Alors déjà, on va descendre tout en bas, on va regarder le T4. Bon, alors du coup, Ben, évidemment, toujours dernier défenseur. Alors, là où il faut comprendre, c'est que Pridwen classe les DPS. Dans le DPS, ils nous mettent les anomalies et les attaquants, avec dans les anomalies, les sub-DPS sont aussi dedans. Donc vraiment, tout ce qui est... qui fait des dégâts, c'est là-dedans. Ensuite, on a les stunners, donc forcément tous ceux qui sont là pour charger la jauge de confusion. Et dans les supports, ils mettent donc du coup les supports et les défenseurs. Voilà. Donc, en dernier, ils nous mettent Ben en défenseur. Bon, est-ce que ça choque quelqu'un? Je pense que Ben, je sais pas depuis quand il est là, mais franchement, il a pas bougé de place. Et je pense que ça fera... Il va pas bouger de place avant très longtemps, Ben. Voilà, il a forcément un peu plus de mal que les autres. Forcément, le personnage, c'est le personnage le moins joué du jeu à l'heure actuelle. Donc bon, ça m'étonne pas que vraiment il aille là. Après, attention, je préfère préciser comme d'habitude, avant qu'on me tape dessus alors que je le dis à chaque vidéo, tous les personnages du jeu sont jouables. Comme ça, je le dis depuis le début, tous les personnages du jeu sont jouables. C'est pas parce qu'un personnage est en bas de la tier list que le personnage est injouable. C'est juste que dans la méta actuelle, le perso brille moins par rapport à un autre. Donc c'est intéressant d'un point de vue juste connaissance, de voir où se situe la méta, qu'est-ce qui fonctionne mieux qu'un autre personnage, etc. Mais c'est pas parce qu'un personnage fonctionne mieux que celui qui est en dessous ne fonctionne pas. Voilà. Donc il y a des gens qui font tout exploser le jeu avec des Billy, il y en a qui font exploser tout avec des Ben, ça existe. Si vous trouvez des vidéos, etc., il y a des builds, des trucs qui fonctionnent, c'est quand même assez ouf. Mais là, on parle quand même dans un cadre général, dans une méta basique. Ben, voilà, c'est le perso le moins joué, c'est le perso forcément qui est moins efficace que d'autres, par exemple dans sa capacité de support. En défenseur, franchement, Ben, il a la ramasse complet par rapport à ses confrères. Donc forcément, c'est normal qu'il ait cette place-là. Après, T4, c'est dur, parce qu'il y a quand même un tiers d'écart avec celui qui est au-dessus, qui est 7. Mais bon, écoutez, il a pas bougé de place, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais la tier list, hein, c'est Pridwen. Mais ouais, ça me choque pas non plus. Et en parallèle, en attaque, ils ont mis Anton et Corinne. Et ça fait aussi longtemps qu'ils sont là. Hein. Ça fait très longtemps qu'il est là. Il y avait Billy à un moment donné. Alors, je pense que du coup, durant un patch, ils ont dû le monter. Je suis assez d'accord. Je pense que Billy est plus intéressant que les deux derniers. Donc ça, là-dessus, ça me choque pas du tout. Pourquoi pas? On va passer en T3. Donc du coup, en attaquant, on a Grace et on a Nekomata. Alors, honnêtement, Grace, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'une Grace, et ça, je l'ai toujours défendu, Grace, vraiment, elle est sous-cotée de fou. Wow, vraiment, depuis le début, ils la mettent super basse. Je trouve qu'une Grace, alors attention, je dis pas qu'une Grace doit aller dans le très haut du panier, mais vraiment, Grace peut vraiment servir de bonne batterie, quoi. Elle peut vraiment servir de bonne batterie, et franchement, je pense que, personnellement, je la mettrais soit en T2, soit en T1.5. Voilà, c'est un petit peu la place que je lui mettrais. T3, je les trouve un peu durs. Nekomata, par contre, ça me semble être une très bonne position pour elle, étant donné que on atteint très vite la limite de ce qu'on est capable de faire en tant que DPS avec Nekomata. Après, c'est très compliqué d'aller chercher des dégâts en plus. Contrairement à son permanent égaux, on va dire, de Zenless Zone Zero, c'est Soldat 11 qui, elle par contre, elle est en T2 et je trouve, évidemment, je suis d'accord avec Pridwen là-dessus, Soldat est meilleur que Nekomata. Voilà. Aujourd'hui, vous démarrez Zenless Zone Zero, vous cherchez en perma un personnage, vous savez pas trop, vous hésitez en DPS, il faut prendre Soldier, parce que clairement Soldier, après attention, prenez les goûts et les couleurs, hein, si vous préférez tel ou tel perso, voilà, mais
termes de value, bah, c'est vrai que Soldat est bien plus efficace qu'une Nekomata à l'heure d'aujourd'hui. Attention, il peut y avoir des personnages qui boosteront Nekomata. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est compliqué, mais Soldat, elle a vraiment brillé de fou avec l'arrivée de Lighter. Ça a vraiment un énorme boost pour elle, et Nekomata, il lui manque encore cette personne qui peut vraiment la faire débloquer son DPS, contrairement à Soldat. Donc je trouve que c'est pas déconnant de mettre Nekomata un tiers en dessous que de Soldat, et que du coup Soldat soit en T2, ça me semble plutôt ok. En parallèle d'Hélène, là c'est dur. Là c'est dur. Hélène, il me semble qu'il l'avait baissé en T1 la dernière fois que j'avais regardé. Là elle est T2. T2 Hélène. C'est-à-dire que là, Pridwen nous dit, parce qu'il les classe pas dans l'ordre, hein, c'est pas parce que Jane, elle est devant Piper qu'elle est meilleure. Ils les mettent ensemble, il n'y a pas d'ordre quoi. Donc là, clairement, si j'écoute ce qu'ils mettent, c'est Hélène est aussi efficace que Soldat 11. Là, je suis pas d'accord. Hélène, je suis le premier à dire que ça se sent, que Hélène, vraiment, elle perd en efficacité. De là à la mettre T2 sur le jeu, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, par rapport à ce qui est sorti, on va reparler évidemment. Pour moi, elle doit aller en T1.5 parce qu'elle est quand même plus forte qu'une Soldat, je trouve. Surtout qu'en plus, Soldat, oui, elle a eu un buff avec Lighter, mais Hélène a eu aussi un buff avec Lighter. Et pourtant, Hélène était au-dessus de Soldat. Donc, les mettre en même temps, au même palier, non. Pour moi, Hélène doit être au-dessus. Mais en T1.5, pas T1. Vraiment pas T1. Je trouve que justement, ça, elle est en dessous. Mais quand même, elle est très 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 efficace. Mais c'est vrai que son DPS, malheureusement, il n'est pas aussi efficace, et on va le voir après, hein, que des personnages qui sont bien plus hauts. Vraiment, surtout que c'est un personnage qui fait des dégâts sur, comment dire, sur un DPS constant. Elle n'a pas non plus une phase de burst quand elle arrive sur le terrain, Hélène, elle a un DPS constant. Donc forcément, si les ennemis sont plus résistants, qu'ils ont plus d'HP, etc., forcément, quand vous arrivez vers les limites d'Hélène, logiquement, du coup, forcément, Hélène va avoir de plus en plus de mal au fur et à mesure des patchs, et je pense que Hélène va être un perso qui va pas très bien vieillir. Alors après, attention, parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient re-up des personnages, etc., ils veulent pas les laisser couler, donc à voir, évidemment, ce qu'ils font faire, etc., à quel moment, mais en l'état, hein, tant que c'est pas encore fait, je prends vraiment de l'état, je pense que Hélène est un personnage qui a pas bien vieillir sur le jeu. Sur le long terme, Hélène, elle risque de descendre, parce que forcément, le endgame va évoluer de plus en plus, hein, c'est le power creep, donc forcément. Mais à voir quand même quand ils feront ça. En parallèle, donc du coup, en T2, ils ont mis MB en T2 Confusion. Bon, le premier personnage Confusion, je suis pas choqué. Honnêtement, MB, c'est le premier perso Confusion que t'as dans le jeu. Donc vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je suis pas choqué du tout. Et en support, ils ont mis 7 en T2. Et là-dessus, pareil, je suis complètement d'accord. Il n'y a rien qui me choque. Le personnage est plus intéressant qu'un Ben, quand même bien plus intéressant parce qu'il peut buffer l'anomalie. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas de personnage comme une César, comme une Astra, forcément un 7 ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui a un compte un peu plus faiblard, ou qui voilà, il lui manque quand même quelques persos et tout. Donc c'est vrai que 7 peut vraiment remplacer, par exemple avec une Jane, 7 c'est vraiment très très efficace, ça buff très très bien Jane, et c'est vraiment un bon buffer à ce niveau là, il apporte un petit shield en plus qui est sympa, donc 7, T2, ça me choque pas, et je trouve qu'il a sa place, c'est pas non plus une dinguerie, voilà, il n'empêche que le personnage, à l'époque quand il était sorti, on commençait à nous parler de 7 DPS, naninana, non, 7 DPS, non. Il a sa place, je trouve qu'il est vraiment à sa place, c'est cohérent, c'est pas le perso support qui va révolutionner la méta, pas du tout, mais c'est une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas de personnage qui peut buffer les anomalies, etc. Pour pas de gros supports. Donc je trouve qu'il est bien. T1.5. Ils ont mis Arumasa. Alors, Arumasa, ils lui ont mis le tag expert. Le tag expert, ça veut dire qu'en gros, il est plus compliqué à jouer, on va dire, que les autres personnages plus classiques, plus standards, et que du coup, ils le mettent en T1.5 pour une personne lambda, et si tu sais bien jouer Arumasa, le tag expert dit qu'en gros, tu le mets au-dessus, quoi. Donc, pour quelqu'un qui joue normal Arumasa, il est plus T1.5, pour quelqu'un qui sait très bien jouer, il est T1,
Et là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Si on part du principe que oui, forcément, à quelqu'un qui gère bien le jeu, bah, va vraiment faire briller Harumasa plus que d'autres personnages. Vraiment, bah, c'est vraiment marquant. Harumasa, faut vraiment très très bien connaître tes rotations. Il faut savoir bien les gérer. Ça demande beaucoup de temps de training, Harumasa. Honnêtement, c'est vraiment, je pense que c'est le personnage du jeu le plus compliqué à prendre en main, Harumasa. En tant que DPS, moi je pense même qu'en tant que tous les personnages du jeu, je pense qu'Harumasa c'est peut-être le plus compliqué. Donc je comprends pourquoi ils font la séparation en T1-5 pour une personne qui voilà, juste a envie de jouer un petit peu avec le perso, et T1 si tu l'as maîtrisé. Ça me choque pas du tout de le mettre par exemple au même niveau qu'une Zuyuan. Pour moi ça a sa place, et j'étais même le premier à vous dire que le perso était plus intéressant en termes de DPS qu'une Hélène, si vous allez voir les autres tier list React de Pridewin que j'avais fait. Donc je trouve que c'est vraiment bien placé à ce niveau-là. Koleda en T1-5. Koleda. Alors. Là, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que Koleda, c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, qui ressort très rarement. Et c'est vrai quand même que l'Aftershock qui arrive avec Pulchra est vachement intéressant. Maintenant, il faut quand même pas oublier que Koleda a une vitesse de proc de confusion qui est quand même quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Honnêtement, j'aurais pas mis Pulchra au-dessus. Mais j'aurais mis au même tiers Pulchra et Koleda. Et je les aurais mis T1. Je les aurais vraiment mis T1 les deux. Et j'aurais mis quand même Koleda un chouïa au-dessus. Mais vraiment, les deux au même tiers. Et mais juste Koleda peut-être un poil devant. Parce que vraiment la rapidité d'application de l'Aftershock, j'allais dire, de la confusion, c'est vraiment une dinguerie. Et Pulchra est bien aussi, mais c'est un peu le même truc que Seth, c'est que vraiment c'est un personnage pour ceux qui n'ont pas les persos limited, quoi. C'est vraiment fait pour les débutants. Pulchra, c'est le personnage, on va dire, gratuit de Trigger. Hein, voilà, c'est sa version gratuite, qui fonctionne très bien à ce niveau-là. Elle remplit très bien son rôle. Mais après, c'est vrai que l'Aftershock est quand même une mécanique qui est quand même bien fumée. Donc, pour moi, je les mettrais quand même au même tiers. Je ne mettrais pas Pulchra devant, mais je les mettrais au même tiers. C'est quand même assez délicat hein, entre les deux. Mais c'est pour ça que mettre Koleda derrière elle, vraiment un tiers en dessous, un demi-tiers. Alors que vraiment, Koleda met une confusion très rapidement. Pour moi, je la mettrais au moins au même tiers. Après, qui est première, qui est deuxième, c'est vrai que là, ça peut se discuter, mais au moins au même tiers. Je pense que c'est pas non plus déconnant. Donc ça, pour Pulchra aussi, on l'a vu. On va passer au T1 de Pridewin. Honnêtement, la tier list, pour l'instant, elle est plutôt correcte. Franchement, elle est très bien. Moi, par rapport à ce que je pense du jeu, parce qu'après, attention, c'est pas objectif, hein, les gars. On essaye de tendre vers l'objectivité en essayant d'avoir le plus grand recul possible sur les persos, mais ça reste pas tout. On peut pas être full objectif dans une tier list parce que forcément, bah, on n'a pas testé autant les personnages que n'importe quel autre perso. Genre, on n'a pas réparti notre temps de gameplay exact sur chaque perso. On n'a pas fait forcément tous les tests sur les personnages. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des trucs où on se plante en disant, où on pense certaines choses qui sont pas réelles. Donc attention. Là, moi, ce que je vous dis là, c'est mon opinion par rapport à la tier list Pridewin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette tier list Pridewin. Mais honnêtement, je trouve qu'ils reviennent de très loin. Parce que la tier list Pridewin fut un temps où j'avais gueulé, parce que c'était vraiment pas clair, et c'était très vite le bordel, et ils mélangeaient tout. Et je trouve que, pour le coup, ça va. Vraiment, ça va. Juste, Hélène T2, ils sont un peu durs. Franchement, là, ils sont durs. Donc, Jane T1, Piper T1, et Zuyuan T1. Alors, là quand même, en fait, je réfléchis en même temps de savoir vraiment ma position là-dessus. Zuyuan T1, je suis 100% d'accord. Voilà. Déjà, Zuyuan T1, le personnage, je la joue encore de temps en temps. Elle est très efficace. Franchement, elle est à sa place. Pour le coup, pour moi, elle est à sa place. C'est forcément un personnage qui a perdu de la puissance au fur et à mesure du temps, c'est normal, c'est un personnage de la première bannière de Zenless Zone 0, mais pour autant, elle brille vraiment plus qu'Hélène pour faire du DPS, je trouve, et déjà, c'est un élément qu'on retrouve rarement en résistance dans le endgame, donc vraiment, l'élément éther est très favorable pour elle, combiné à Nicole qui peut clear des défenses de Shiyu
très rapidement grâce à son orbe, ça peut lui faire de gros combos. Et vraiment, Zuyuan, Nicole, c'est vraiment quelque chose, cette team. Vraiment, et c'est pour ça que bah, on va voir, mais Nicole, elle est quand même classée assez haute. Et on va reparler de Nicole après. Et Zuyuan, je trouve qu'elle est très très bien à sa place. Maintenant, Jane et Piper. Piper, anomalie physique. Jane, anomalie physique. Il y en a une qui est limited. L'autre, c'est un rang A, très facile à obtenir. Je suis d'accord sur le fait que Piper est vraiment très très forte. C'est vraiment un personnage rang A qui est extrêmement forte. Vraiment, ça là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous n'avez pas Jane et que vous avez Piper, vraiment, comme quasiment, je pense, beaucoup de monde, Piper, il y en a beaucoup qui l'ont. Vraiment, Piper a une anomalie physique, mais des claquasses, les gars. Je vous jure que c'est phénoménal. La rapidité de la jauge d'anomalie qu'elle fait, c'est quand même une folie. Et en fait, c'est une très bonne alternative free-to-play à Jane. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que Piper et Jane sont dans la même case, genre au même niveau? Je serais pas allé jusque-là. Honnêtement, j'aurais peut-être mis Piper en dessous, au même tiers qu'un Harumasa. Et Jane, un cran au-dessus. Quand même. Je pense, ouais. Je les aurais quand même pas mis au même palier. Ça reste Jane, le personnage limited. Le personnage, même si Piper charge l'anomalie très très vite, Jane aussi, et de manière très efficace, les assauts que met Jane. Je sais pas si vous vous rappelez les dingueries des chiffres qu'on a avec Jane sur les assauts, c'est une folie furieuse. Tu mettais ça avec Burnice et avec Seth à l'époque, mais bon bref, avec Burnice, ça met des chiffres de disorder, ouais, c'est une folie les dégâts que tu mets avec Jane, et surtout maintenant avec l'arrivée de Viviane, qui a redonné de l'intérêt à Jane encore plus, mais du coup aussi en parallèle Piper, parce que c'est les mêmes éléments, etc., forcément. Mais Jane met des droitasses qui font extrêmement mal, qui vraiment à chaque fois me choquent. À chaque fois que je joue Jane, je vois des chiffres passer, ça me... Waouh. Elle te met des assauts dans la tronche, quand tu te les prends, le mob il perd la tête carrément. Donc vraiment, je suis d'accord qu'elles sont en T1, peut-être pas autant abusé Piper, peut-être la descendre un cran, mais en vrai dans tous les cas ça se tape, hein, on est vraiment là-dedans, mais je trouve ça quand même peut-être un peu surdosé Piper, et peut-être pour avoir un peu trop sous-dosé Hélène, je pense. Dis-moi de toute façon ce que vous en pensez. Donc, mais après, sinon, le reste, c'est quand même très cohérent. Pareil, au niveau du support, il y a une Rina T1 et une Sukaku T1, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout qu'elle soit là. Peut-être Rina T05. Peut-être Rina T05, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, elle était quand même assez efficace. Maintenant, on est en 1.7. Est-ce que Rina brille en ce moment dans la méta? Je suis pas convaincu non plus. Elle est très forte, attention. Elle a un gros buff avec sa pénétration qu'elle applique, qui est vraiment très très efficace. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le perso que tu vas ressortir à chaque fois que tu veux vraiment être top méta, machin. Rina, je trouve qu'elle est bien. T1, elle est vraiment bien. Ça me choque pas. Non, ça me choque pas. Maintenant, on arrive à T05. Alors là, T05, on arrive vraiment sur le haut panier de Zenless Zone 0. Et vous allez voir qu'il y a des trucs, enfin, moi, ça me... pas avec lequel je suis pas d'accord, mais que je trouve ça trop bien. On va commencer par... une catégorie que j'apprécie beaucoup, la catégorie confusion, avec Lycaon. Lycaon qui est en T05, qui est au-dessus de Pulchra, qui est au-dessus de Koleda. Et il est au même niveau qu'une Chini. Et vous voyez qu'ils l'ont up, parce qu'au patch d'avant, il était T1. Et donc là, ils l'ont monté T05. Pourquoi ils l'ont monté T05? Parce qu'il y a Vlad, en fait, qui est arrivé, et donc forcément, en fait, la meilleure team de Vlad à l'heure actuelle, c'est Vlad, Lighter et Lycaon. Et vraiment, les deux personnages-là, mais vraiment, permettent à Vlad de faire un boulot monstre. On va reparler après de Vlad. Donc Lycaon qui monte T05 pour ce patch, je suis d'accord. Pour ce patch, je pense que dans les patchs d'après, il va falloir rebaisser Lycaon quand même. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on assiste peut-être au prime de Lycaon. Genre vraiment. Et pendant peut-être un petit moment, parce que on va le voir, hein, mais Vlad est très 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 solide. Et pour le coup, la team, la boys team, vraiment, c'est Lighter, Lycaon, Vlad, c'est super strong. Donc ça me choque pas du tout de le voir là. Au même titre qu'une Chini.
Maintenant, je suis quand même pas en train de dire que Lycaon est aussi puissant qu'une Chini. Pour moi, Lycaon, je le mettrais en dessous quand même. Hein. Parce que même s'il est très efficace, Chini, à la vitesse où elle applique la confusion, avec toutes ses frames d'invulnérabilité qu'elle peut appliquer extrêmement facilement par rapport à son kit, avec ses charges, etc., qu'elle relâche, et où elle fait en plus très très mal. C'est le personnage, vous pouvez même l'accès DPS, Chini DPS, ça fonctionne super bien, bref, c'est un perso qui est vraiment ultra complet, c'est un personnage confusion qui est vraiment pivot, vous pouvez la jouer dans plein de situations, Chini, et c'est vraiment un personnage incroyable. Vraiment, Chini, le personnage, je suis choqué, comment le perso, il est trop trop bien, et je pense qu'en fait, Chini risque de bien vieillir hein, sur le jeu, ça me choque pas du tout, le personnage est vraiment vraiment efficace là-dessus. Après, il faut voir un petit peu comment ça va évoluer, surtout avec la 2.0, peut-être qu'il y aura des mécaniques qui vont changer, etc. Et c'est vrai que dans l'état, Chini, je suis d'accord. Hein. Pour moi, Chini T05, ça me choque pas du tout. Je la mettrai juste quand même au-dessus d'un Lycaon. Faut pas abuser. Mais Lycaon T05 sur ce patch, je valide. Vraiment, ça me choque pas. En support, ils ont mis César en T05. Ils ont mis Lucie T05 et ils ont mis Nicole. Lucie, Nicole, je vais même pas débattre plus, les deux vont en T05. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le buff que Lucie met à toute ta team est vraiment, vraiment strong. C'est un personnage qui est rang A. Il y en a beaucoup qui l'ont sous-coté au départ, moi y compris. Moi y compris parce que dans mes teams, je la jouais pas. Elle rentrait pas dans mes teams, mais vraiment, Lucie est très, très forte pour un personnage rang A. Et Nicole, alors là, par contre, Nicole, je le dis depuis le début, le personnage est trop, trop bien. Le personnage, en fait, c'est... En fait, je sais même pas comment vous expliquer, mais Nicole, c'est le personnage gratuit. Voilà, il est gratuit, vous l'avez directement dans le jeu, qui vous sert tout le endgame. Genre, il n'y a aucun souci. Nicole peut très bien fonctionner. Vous mettez Yanagi, Miyabi, Nicole, ça fonctionne tellement bien. Vous mettez n'importe quel team, vous mettez une Zuyan avec une Nicole, la défense de Shiyu, vous l'éclatez. En fait, tout ça parce que, déjà, elle applique l'élément éther très facilement, et en plus de ça, elle a sa capacité pour paquer les ennemis. Et donc forcément, Nicole, en défense de Shiyu par exemple, peut vraiment être ultra efficace pour du gain de temps. Parce qu'il y a beaucoup d'attaquants qui n'ont pas cette faculté de paquer les mobs. C'est un truc qui est un peu compliqué. Par exemple, une Silver Soldier a des fois un peu de mal à clear les petits mobs. C'est un peu compliqué, des fois, quand ils sont un peu dispatchés, etc., c'est un peu complexe. On n'a pas ce truc. Avec Evelyn, par exemple, c'est un peu différent parce qu'Evelyn, elle a cette capacité à avoir un spell qui permet de faire un petit vortex qui permet d'attirer les mobs, mais c'est pas non plus le plus gros vortex au monde. Tandis que Nicole, pour le coup, t'arrives avec ta Nicole, tu fous ton trou noir, tu reviens avec ton perso, tous les mobs, ils sont packés au même endroit. C'est terminé. Donc, le gain de temps pour faire du DPS facilement et clear la vague de mobs, c'est trop bien. Et pour l'instant, bah, Nicole, elle a pas son power creep. Nicole sera toujours aussi efficace tant qu'il n'y aura pas un personnage qui fera la même chose qu'elle. Et Astra Yao, qui est elle-même éther, en support, comme elle, eh ben en fait, elle fait pas la même chose. Vraiment, moi personnellement, en défense de Shiyu, si vraiment j'ai envie de gagner du temps, vraiment sur mon chrono, aller vite pour clear les mobs, je prends pas Astra, je prends Nicole. Par contre, bah, c'est vrai qu'une Astra, c'est le meilleur support du jeu, il n'y a aucun doute là-dessus, de très loin, mais bah, c'est quand même une vérité de dire que bah, Astra, pour le coup, je vais plus la jouer si je veux faire de gros dégâts sur un boss, par exemple, de l'assaut mortel, bah oui, je vais jouer Astra. Oui, je vais la jouer, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Si je dois tomber un gros boss en particulier, où il y a vraiment une vague de mobs, oui, je vais jouer Astra, parce que forcément, sur le boss, sur du mono-cible, je vais être super efficace avec Astra. Mais, bah oui, Nicole, sur plein de petits mobs, alors là, c'est un régal d'avoir Nicole, c'est vraiment un régal. Et bah tous ceux qui veulent démarrer le jeu, hein, Nicole, foncez, parce que montez-la, vous perdez rien à la montée, elle est ultra efficace, et vous pouvez clear le endgame avec sans aucun souci. En vrai, comme plein de personnages hein, qu'on a listés en dessus, mais c'est vrai que Nicole, c'est quand même encore plus impactant, étant donné qu'elle est gratuite au début du jeu, c'est quand même très très cool. Donc vraiment, les deux personnages ne me choquent absolument pas, même s'il fallait que j'en parle un petit peu. Après, que César soit en dessous de Astra... En fait, le truc, c'est que, en termes de support,
Astra est le meilleur support du jeu, c'est une certitude. En termes de buff, Astra donne un petit peu plus de buff que César, il est vrai. Et en plus de ça, Astra peut soigner un petit peu la team, même si c'est pas le personnage qui est là pour le heal. Hein. Attention, on n'est pas non plus sur le personnage qui va soigner 75% des PV de ta team. Très loin de là. Donc d'un côté, on a un personnage qui heal un petit peu sur son ultime. Mais César, d'un côté, elle débuff les adversaires. Donc c'est un peu, voilà. Et d'un côté, en plus de buffer, hein. Et d'un autre côté, par contre, Astra a cette grande faculté-là, c'est qu'elle peut permettre de faire des enchaînements avec des persos. Les persos attaquants, ils profitent d'Astra, mais à une vitesse folle. Je prends l'exemple de Evelyn, qui est vraiment le cas incroyable. Tu mets Evelyn avec Astra, le nombre d'enchaînements que tu fais tout, c'est trop bien. Avec un lighter, par exemple, ça roule tout seul. Ça roule tout seul, c'est trop agréable. Pareil avec Silver Soldier, avec Astra, c'est un régal. En fait, dès que tu fais un petit peu d'enchaînement, ça te permet tellement de monter ton DPS, l'enchaînement, que c'est vrai que Astra, ben, en plus du buff, juste par cette mécanique-là, je suis d'accord qu'elle est plus forte qu'une César. Maintenant, si je classe César, je peux pas dire que César, elle est aussi efficace, du même niveau que Lucie et Nicole. Mais c'est vrai que je peux pas la mettre en même temps en disant, ok, elle est du même niveau que Astra. C'est ça qui est un peu... Pour moi, César, il faudrait la mettre entre les deux. Mais en vrai, j'aurais mis quand même César en T0, quand même, parce que c'est quand même une dinguerie, César. Mais je la mettrais du coup derrière Astra. Parce que les deux ont vraiment deux grosses forces, et surtout que César, elle apporte du shield. Elle apporte du shield, donc certes, Astra permet de faire tout ça, mais une César dans la tour, elle est super intéressante. Une César, en plus d'appliquer tous les buffs, le shield, alors, on va me dire, oui, mais le shield, du moment que t'esquives, tu prends pas de dégâts, c'est vrai, c'est vrai. Mais le truc, c'est que César, on la prend pas pour le shield. On la prend pour le buff que son shield donne. Mais il n'empêche que du coup, c'est un confort et une sécurité en plus. C'est une ceinture de sécurité, si vous voulez. C'est-à-dire que je m'en fous. Mais si jamais je prends un coup qui n'est pas prévu, eh ben César me permet de le tanker. Même si à la base, je n'allais pas me prendre deux coups. Il n'empêche que si je dois me le prendre, bah, grâce au buff que l'Égide m'a donné, mais l'Égide va me le tanker. Et ça, c'est quand même une folie. Et c'est là où, justement, à la tour, elle est très forte par rapport à ça. Donc c'est vrai que César, je l'aurais quand même mis derrière, un peu en dessous. Mais quand même, dans tous les cas, c'est le deuxième meilleur support. Ça là-dessus, il n'y a pas de débat. En T05, bah là, on va retrouver les gros persos. Alors, il y a Burnie sans sub DPS. Burnie, ça me choque pas non plus. Le personnage, elle fait très bien son rôle, au même titre qu'une Vivienne. Connaissant Pride1, ils auraient été capables de foutre Burnie sans T1. Honnêtement, pour moi, on a la sub DPS de feu, la sub DPS d'éther. En fonction des faiblesses et des résistances, soit tu prends une, soit tu prends l'autre. Tu la combines avec une Jane, c'est bon, tu fais tout péter. Donc pour moi, les deux en T05, c'est parfait à ce niveau-là. On va accélérer parce que la vidéo est un peu longue quand même. Vlad, parce qu'il y en a beaucoup qui vont probablement voir cette vidéo pour Vlad. Et ben pour moi, il est très bien à sa place. C'est-à-dire que Vlad, il est très efficace. C'est une manière d'avoir... C'est un DPS qui a une forme de DPS qui est différente par rapport aux autres, parce que sa Dream Team, elle demande deux personnages confusion, comme on a vu le cas avec Hélène quand elle a sorti de Lighter. Mais du coup, Vlad est très intéressant. C'est une version un petit peu atypique d'un DPS à jouer. Quoique un petit peu technique, parce que du coup, il faut réfléchir à comment appliquer la confusion le plus rapidement possible. Parce que du coup, Vlad, il te permet de consommer cette confusion pour te donner du buff, etc., pour de la plus-value. Et du coup, forcément, bah, ton but, ça va être que toi, en tant que joueur, tu vas devoir appliquer la confusion ultra rapidement pour profiter de ça et faire tes gros dégâts, faire ton gros burst avec Vlad. Donc c'est un perso à burst, mais un perso qui va beaucoup switch, en fait, qui va beaucoup switch. Et alors, faut aimer le gameplay, etc., mais c'est un gameplay un peu différent de ce qu'on a l'habitude, et ça, c'est plutôt cool. Evelyn, pour moi, elle est à sa place. Elle est en T05 avec le tag expert. C'est comme avec Arumasa, c'est un personnage qui est pas facile à jouer. C'est-à-dire que, pour le coup, attention, elle est plus facile à jouer qu'un Arumasa, mais elle reste quand même compliquée si on veut la masteriser. Il faut apprendre à faire les chains et tout. Tu peux faire jusqu'à 8 chains en même temps avec Evelyn. Donc tu peux vraiment faire de gros dégâts avec Evelyn.
Donc c'est pour ça qu'ils ont mis le tag expert en mode, bah, si elle est très bien jouée comme Arumasa, elle peut prétendre au grade de T0, et ça je suis complètement d'accord, et je vous l'avais déjà dit dans les vidéos, Evelynn, masterisée, Evelynn peut s'asseoir à la table de Miyabi. Voilà, elle peut s'asseoir à la table de Miyabi, c'est un très très bon personnage attaquant, et vraiment c'est une folie, avec Astra en plus, c'est incroyable. Et du coup, forcément, pour moi, elle est plus forte que beaucoup d'attaquants. Par exemple, une Silver Soldier qui est très très forte. Pour moi, je la trouve un peu moins forte qu'une Evelynn par rapport justement à ça, à ce que je viens de vous expliquer. Mais toujours très efficace. Donc pour moi, tout ce qui est en T05 là, c'est logique. Yanagi, je vais pas plus débattre dessus. Le personnage, il est toujours aussi fort. Il sert de batterie à Miyabi. Mais en plus de ça, vous pouvez aussi la jouer en full main DPS. Ça fonctionne toujours extrêmement bien. Même si on en voit de moins en moins. Bah, Yanagi, ça fait très très bien l'affaire. Je vais pas m'étendre plus là-dessus, sinon ça va durer 45 minutes la vidéo. Miyabi T0, évidemment, c'est le meilleur attaquant du jeu, enfin, attaquant en anomalie, bref. Meilleur DPS du jeu. Elle fait des shatters. Le personnage, il fait trop mal. C'est une dinguerie. Je vais pas plus m'attarder dessus. Le personnage est fumé. Elle mérite largement sa place de T0. Donc, évidemment, qu'elle est la première DPS du jeu. Quand je dis qu'Evelynn, elle est pour moi dans le même tiers masterisé, il n'empêche que quand même, bah, Miyabi, en plus d'être super forte, elle est super facile à prendre en main. Le personnage est teubé au possible pour être vraiment très efficace. Il y a vraiment... tu t'appuies, tu fais clic gauche, clic gauche, clic gauche. Une fois que tu as toutes tes charges, tu fais ton attaque spéciale, tu switches, tu fous ton disorder, tu reviens. Enfin bref, voilà, c'est d'une débilité absolue, Miyabi. Mais en vrai, c'est normal, hein, c'est un personnage hype, c'est fait pour plein de gens qui savent pas forcément jouer. Enfin, attention, tout est relatif, quand je dis ça, c'est pas pour tacler les joueurs, etc. Mais c'est un personnage qui est un peu casual friendly. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, je la trouve très bien là où elle est, c'est le meilleur DPS du jeu. Bref, next. Astra, bah, je vous en ai parlé aussi. Et donc, du coup, Lighter et Trigger. Lighter, toujours T0, pour moi, ça change pas. Le personnage, il peut buffer les personnages glace, il peut buffer les personnages feu, il peut buffer Miyabi aussi s'il veut, parce que forcément c'est glace améliorée, etc. Bref, vous l'avez compris, le personnage est ultra... En fait, il est hybride, donc il est ultra strong. Il a une plus-value dans une box qui est vraiment cool pour les personnages confusion, pour buffer les attaquants. Donc ça, là-dessus, je trouve ça trop bien. En plus de ça, bah, avec l'arrivée de Vlad, bah, il a encore un intérêt encore plus, parce que Lighter, il permet de rendre étourdi l'adversaire plus longtemps qu'un personnage confusion normal, et Vlad consomme cet étourdissement-là. Et plus l'étourdissement est long, plus ça avantage Vlad. Donc vraiment, Lighter, quelle goutte. Voilà, quelle goutte, il faut le dire. Trigger, pour moi c'est pareil. Le personnage, il est trop bien. L'Aftershock, c'est fumé avec elle. Elle fait des dégâts de... Genre vraiment... En fait, sa faculté en plus à se mettre directement en off confusion est tellement facile. Vraiment. Off field, ça se fait en 2 secondes. Hop, t'as plus besoin de repenser. Tu fais dans ta rota, tu la remettras après. Ça se fait en un claquement de doigts. Elle est partie et elle permet d'enchaîner quand tu la joues avec une Silver Soldier. Mama, c'est une dinguerie comment ça pète dans tous les sens. Tu rends l'adversaire confus en 2 secondes. Vraiment, c'est vraiment très bien. Et ça pourrait être marrant déjà de tester Trigger avec Vlad. Ça pourrait être drôle en vrai. Donc, voilà un petit peu la tier list de Pride One. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. La tier list, elle est plutôt vraiment ok. Hein. Il y a juste des trucs où moi, par exemple, j'aurais peut-être un peu monté d'un cran, peut-être un peu baissé d'un cran. Mais en vrai de vrai, la tier list, elle est solide. Je trouve que c'est bien qu'ils l'ont bien arrangé. On revient de vraiment loin. Et tu la donnes à quelqu'un qui démarre le jeu, qui sait pas trop quoi penser, etc. Même si je suis pas trop fan de ça, parce que du coup, ils vont... En fait, quelqu'un qui démarre le jeu, s'il se réfère à une tier list, bête et méchant, il va se dire, ok, tout cela c'est les meilleurs, tout cela c'est les plus nuls, je les joue jamais. Alors qu'en vrai, bah, j'aime pas réfléchir comme ça, parce que aujourd'hui, tu prends une Soldat, tu prends une Hélène, tu te fais plaisir sur le jeu. Tu prends une Grace, tu te fais plaisir aussi sur le jeu. En fonction de ta compo, de tes builds, etc. évidemment, mais il n'empêche que, bah, c'est ce que je vous disais, c'est un bon repère visuel pour suivre la méta, c'est intéressant. Donc voilà, mais c'est vrai qu'un nouveau joueur, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas le meilleur truc à lui donner dans les doigts, parce qu'il va pas comprendre. Mais s'il a le recul nécessaire, c'est quand même intéressant pour savoir si t'es un personnage qui est au top de sa forme en ce moment ou pas.
Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette tier list Pridwen 1.7 fin de saison 1, hein. Étant donné que Viviane et Vlad sont sortis, c'est fini. C'est la fin de la saison 1 de Zen Zone 0, et puis ensuite on passera en 2.0 avec l'arrivée de Yishuan. Donc il y aura pas mal de choses qui vont bouger, et ça va être très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao ciao.